La Nuit des Contes présente Alidor et Terre Cendre, un conte de François-Augustin Paradis de Moncrief. Alidor et Terre Cendre étaient jumeaux, et d'une figure qui ne laissait rien à désirer. C'était encore un beau prodige que leur parfaite ressemblance. Ils avaient, avec beaucoup d'esprit l'un et l'autre, les mêmes traits, la même action, le même son de voix. Il semblait enfin que la nature ayant formé l'un des deux avait été si contente de l'ouvrage qu'elle avait pris plaisir à l'imiter sans la moindre différence. Ayant été adoptés dès le berceau par un enchanteur et par une fée, ils passaient dans leur palais une vie agréable. L'enchanteur était le meilleur homme du monde. Il n'avait qu'une chose de gênante, c'est que, comme il pensait fort peu, il voulait qu'on pensât pour lui. Qu'on fût, tant que le jour durait, occupé à l'entretenir, et surtout qu'on montrât fort peu d'esprit, tout ce qui était au-delà de la portée du sien, l'ennuyant à l'excès. Il exigeait, par exemple, que vous lui contassiez tous les petits détails de votre journée, et sans minutie pareille, et si justement pénible à tout autre qu'à celui qui a la petitesse d'esprit de les raconter. La fée, au contraire, avait en antipathie quelqu'un qui parlait de soi sans nécessité. Elle aurait mieux aimé qu'on n'eût rien à lui dire, mais ne voulant contraindre personne, comme Alidor parlait volontiers de tout ce qui le regardait, elle l'avait abandonné à l'enchanteur et s'était réservé Terre Cendre, l'ayant accoutumé de bonne heure à ne point entretenir les autres de ses petites aventures, de ses goûts, de ses haines, ni enfin de tout ce qui n'intéressait que lui. Terre Cendre et son frère étaient dans leur 20e année lorsqu'ils entendirent un héros qui criait à voix haute. « Qui osera mériter l'honneur d'épouser la fille du roi, ou d'être gouverneur de la moitié du royaume ? Il vient de naître un homme, ou plutôt un horrible monstre à 2 têtes, et qui porte écrit sur chaque front en caractères de feu qu'on me donne la princesse en mariage, ou je renverserai le monde. Comme il est fils d'un enchanteur, il dissipe une armée par le seul bruit de sa voix, mais il peut succomber s'il n'est attaqué que par un petit nombre. Quiconque l'aura vaincu et apportera sa dépouille recevra au choix de la princesse l'une des récompenses promises. » Le héros ayant achevé, il leur remit un rouleau d'écorce d'arbre sur lequel ils trouvèrent tracé « Portrait de la princesse », qu'avec le secours de l'imagination la plus ingénieuse, on se représente tout ce qui forme une personne charmante par la figure, l'esprit et le caractère. Qu'ensuite on considère, on entende la princesse, on dira « Je n'avais fait qu'une ébauche, voilà ce que je voulais dépeindre. » Mon frère, dit Terre Cendre, nous ne sommes encore connus que par la singularité de notre ressemblance. C'est ici l'occasion de nous signaler. Alidor fut du même sentiment. Ils s'armèrent chacun d'un dard, d'un bouclier et d'une épée, et ayant appris que le géant qui parcourait 100 lieues de pays d'un soleil à l'autre n'était pas loin de leur château, et ils allèrent à sa rencontre. À peine furent-ils sur le bord d'un bois assez proche de leur demeure, qu'ils aperçurent un monstre haut de 30 pieds, ayant 2 têtes humaines, des ailes de cristal et 4 bras armés de griffes fort longues et dentelées. Il ne volait pas, mais secouru de ces mêmes ailes, il marchait avec une rapidité étonnante, s'appuyant sur une énorme massue. Malgré la supériorité que paraissait avoir sur eux un colosse si terrible, comme il avait quelque chose d'humain, ils crurent que ce serait une lâcheté de l'attaquer ensemble. Ils pensaient que le courage et l'adresse étaient un genre de force supérieure à tout autre, et, ayant tiré au sort à qui le combattrait le premier, Alidor fut le fortuné. Il marcha aussitôt vers le monstre, qui, s'étant armé de son arc, tira plusieurs flèches, dont la pesanteur aurait ébranlé une tour. Alidor les évita avec une adresse extrême, et lançant son dard, il fit à l'une des têtes du géant une légère blessure. Le monstre alors, faisant plusieurs mouvements de son énorme massue, causa une si grande agitation dans l'air qu'Alidor tomba comme si un ouragan l'eût renversé. Terre Cendre, voyant son frère hors de combat, courut pour le venger. Le géant tenait un bras levé pour accabler son ennemi vaincu, lorsqu'il aperçut le nouveau combattant qui lui criait de se défendre. Et furieux de ce qu'un adversaire qu'il trouvait méprisable se flattait de le mettre en péril, il résolut de lui faire souffrir une mort horrible. On vit alors jaillir de ces mêmes caractères qu'il avait imprimés sur chaque front des serpenteaux enflammés et des flèches brûlantes. Terre Cendre, loin d'en être effrayé, se jeta à travers ces dangers. Il lança son dard avec tant de justesse qu'il fit au monstre une profonde blessure. Le monstre alors leva sa massue, mais les forces lui manquèrent. Il tomba, et Terre Cendre lui trancha ces 2 formidables têtes qui avaient causé tant de frayeur au roi et à la princesse, lorsque le monstre avait été la demander en mariage. Pendant ce combat,
Alidor ayant repris ses esprits, Tersandre et lui allèrent faire part de ce triomphe à l'enchanteur et à la fée, qui furent charmés de ce qu'ils avaient tenté cette grande entreprise de leur propre mouvement. « Allez, leur dit l'enchanteur, apprendre au roi la mort du monstre. Contez-lui bien en détail les circonstances de cette admirable nouvelle, et recevez les récompenses que vous avez méritées. » La fée parla différemment à Tersandre. « Sans doute, lui dit-elle en secret, vous voulez être l'époux de la princesse. Il faut mériter qu'elle vous préfère. Observez plus sévèrement que jamais de ne point parler de vous, lors même que vous l'entretiendrez du service que vous venez de lui rendre. » Tersandre remercia la fée, rejoignit son frère, et ils partirent. Ils arrivèrent le lendemain à la cour. Le roi et la princesse, déjà informés de toutes les circonstances de leur victoire, voulurent, pour les recevoir avec distinction, leur donner à chacun une audience particulière. Alidor, comme l'aîné, parut le premier. Sa figure, si belle et si noble, une certaine grâce qui paraissait dans toutes ses actions, et l'une des têtes du monstre qu'il portait avec fierté au bout de son épée, tout cela formait un contraste qu'on voyait avec une forte admiration. Le roi et la princesse en furent frappés. Alidor conta comment son frère et lui, sur le récit du héros, avaient résolu de chercher le géant. Il ne songea point à parler du portrait de la princesse, mais il dépeignit la figure effrayante du monstre et tout le péril de le combattre, la blessure qu'il lui avait faite, et enfin l'effet de ce tourbillon dont il avait été renversé comme d'un coup de tonnerre. Pendant ce récit qu'Alidor orna de traits d'esprit et d'éloquence, flatté de l'espoir d'obtenir la main de la princesse, il avait paru beaucoup moins occupé d'elle que de l'éclat de sa propre aventure. Le roi, après lui avoir donné toutes sortes de témoignages d'estime, « Allez, lui dit-il, vous apprendrez quelle sera votre récompense. » Alidor se retira, et Tersandre fut introduit. Tersandre ne portait point une des têtes du monstre, comme avait fait Alidor. Il l'avait déposée dans la salle des gardes, au pied du faisceau d'armes. Il parut avec l'extérieur simple d'un homme qui n'aurait eu aucune part à l'événement du jour. Ce fut toute la différence que la princesse aperçut entre son frère et lui, étant d'ailleurs très surprise de leur ressemblance. Tersandre s'avança avec beaucoup de grâce et de modestie. Il resta dans le silence, attendant que le roi lui parlât. « C'est donc vous, brave Tersandre, qui avez triomphé du géant, lui dit le roi. Mon frère l'avait blessé, répondit Tersandre, et depuis sa blessure, il avait peine à se défendre. Vous rabaissez beaucoup la gloire de votre combat, continua le monarque. Mais je suis instruit des périls que vous avez bravés. Le monstre était facile à vaincre, reprit Tersandre. Sa vie troublait le bonheur du roi et les beaux jours de la princesse. C'est vous qui me les rendez, ces beaux jours, dit la princesse, et vous ne parlez point de la récompense. Vous venez de l'accorder, princesse, répondit Tersandre. Vous annoncez que vous allez vivre heureuse. Cependant, ajouta le roi, j'ai promis la moitié de mon royaume. Il appartient tout entier à la princesse, interrompit Tersandre. Un don qui diminuerait de son bonheur ou de sa gloire pourrait-il être regardé comme un bienfait pour aucun de vos sujets? C'est assez, dit le roi. Vous apprendrez comment je sais reconnaître un service de cette importance. Quand Tersandre se fut retiré, le roi, qui n'aimait pas moins que l'enchanteur à entendre raconter de belles histoires, dit à sa fille « Me voilà bien embarrassé. Celui-ci ne veut pas de la moitié de mon royaume. Il mérite cependant aussi une grande récompense. Mais si tu te détermines à épouser l'un des deux, vraisemblablement, tu ne prendras pas Tersandre. Il me paraît qu'il a bien moins d'esprit que son frère. Il n'a pas su nous conter son combat comme avait fait si agréablement Alidor. »« Mon père, répondit la princesse, pardonnez si mon sentiment n'est pas conforme au vôtre. Tersandre ne me paraît avoir davantage sur Alidor que l'élévation d'âme qu'il montre en n'étant point occupé de sa victoire. Et quelle différence cela met entre eux? Quiconque peut n'avoir point de vanité sur l'événement le plus brillant de sa vie a sans doute une force d'esprit, une raison supérieure, qui ne se démentiront jamais. J'avoue que Tersandre m'a prévenu en sa faveur, et que je l'épouserai sans répugnance. Il me semble que je ne trouverai dans Alidor qu'un libérateur qui se plairait à me faire souvenir que je suis sa conquête, qui, dès que la moindre inquiétude viendrait le saisir, me présenterait la tête du géant pour me faire souvenir de ce que je lui dois, et qui réduirait ainsi ma tendresse à la reconnaissance. Dans Tersandre, je découvre à la fois un extrême désir de m'intéresser en sa faveur, avec la crainte généreuse de me rappeler qu'il m'a servi. Il n'envisage dans ce qu'il a fait pour moi, il ne sent que le plaisir d'avoir contribué au bonheur de ma vie, et n'ose s'en faire un titre pour me plaire. L'un s'applaudirait sans cesse d'avoir mérité ma main, l'autre, en la méritant davantage, regardera comme une grâce de l'avoir obtenue. Combien la modestie ajoute aux autres qualités qui rendent aimable. « Me voilà détrompé, dit le roi. Je vois qu'effectivement Tersandre te plaît plus que son frère. Demain, nous lui apprendrons leur destinée.
Envoyons inviter l'enchanteur et la fée qui les aiment à venir être témoins des effets de notre reconnaissance. » Le lendemain, l'enchanteur et la fée étant arrivés, le roi déclara qu'Alidor aurait le gouvernement de la moitié du royaume. Il ordonna qu'on préparât les fêtes qui doivent précéder l'hyménée. Ensuite il posa sa couronne sur la tête de sa fille, lui remit son sceptre, et présentant Tercendre. « Vous êtes reine, dit-il, et voilà votre libérateur. » La princesse regarda Tercendre, lui donna le sceptre, et Tercendre tomba à ses pieds. Devenu éperdument amoureux d'elle, pour avancer d'un moment le bonheur de recevoir sa foi, il aurait combattu un nouveau monstre. Enfin, ce moment désiré arriva. La princesse ne s'était pas trompée. Tercendre, époux et roi, garda la douceur, la simplicité de son caractère. On parle encore de la félicité toujours égale dont la vie de ces deux époux a été remplie.